Quand un père meurt dans des circonstances aussi dures, aussi violentes, il est douloureux parce que vous n'avez pas perdu Georges Wolinski, vous n'avez pas perdu l'emblème d'une liberté de parole, vous avez perdu un père. Matrioshka. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Matrioshka. Alors autant vous le dire tout de suite, pour nous, 2020, ça nous donne des ailes pour aller plus loin, vous apporter des témoignages, des pensées, des trucs de vie et continuer à avancer dans ce 21e siècle à la fois effervescent et à la fois sans dessus-dessous. Alors, pour que la vie triomphe avec panache, notre Matrioshka numéro 8 est une Wolinski, Natacha de son prénom. C'est la fille de Georges Wolinski qui a été assassinée il y a 5 ans lors de la tuerie de Charlie Hebdo. Qu'est-ce que le dessinateur Wolinski nous a transmis, lui qui est né à Tunis, de parents polonais, qui parlait à la fois italien et français à la maison, et qui est devenu le symbole de la liberté d'expression en France. Et qu'est-ce que sa fille Natacha, qui est journaliste et écrivain, qui fait paraître un livre aujourd'hui sur son père, qu'est-ce qu'elle a à dire sur ce que son père lui a transmis lorsqu'il était vivant, mais aussi après sa mort, que transmet son absence? Elle nous livre son cap dans l'existence, vivre une vie heureuse et endeuillée. La mort vous rend beaucoup plus vivante, c'est ce que vous apprenez en premier peut-être. On n'a pas besoin d'avoir un père qui est mort de façon brutale pour l'apprendre. Je pense que la disparition des êtres aimés, quels qu'ils soient, on ne s'y attend jamais et qu'on doit faire un chemin. Et un des chemins qui s'offre à nous, c'est qu'on s'aperçoit à quel point la vie est précieuse, à quel point on se lève le matin en se disant « mais je suis vivante ». Et ça, c'est quelque chose que vous ne faites pas avant d'avoir traversé des épreuves. Vous vous levez le matin, vous êtes heureux. Vous êtes heureux de vivre. Ça, c'est quand même peut-être le seul cadeau de cette histoire terrible. C'est le cadeau d'une forme de nouvelle vie qui s'offre à vous, où tout est plus senti de façon plus forte. C'est-à-dire vous voyez davantage le vert des plantes, vous entendez davantage les sons, vous êtes davantage sensible aux gestes des autres. Et en fait, vous avez davantage envie de voir la beauté du monde ou sa bonté que sa cruauté. Vous racontez aussi que Georges Wolinski, lui aussi, avait perdu un parent de façon soudaine. Il y a une grande reconduction de la tragédie dans notre famille. Son père a été tué par un de ses ouvriers. Il vivait à Tunis à l'époque. On était en 1936, il avait une petite entreprise de ferronnerie et il a dû licencier son personnel et l'un des ouvriers est revenu et l'a tué à bout portant devant ma grand-mère. Vous écrivez « Vivre une vie heureuse et endeuillée ». Oui, ça c'est, on va dire que c'est mon lot. J'ai perdu ma mère quand j'avais 4 ans. Quand vous perdez une mère aussi jeune, vous vous construisez sur le manque. Ça veut dire quoi? Vous vous construisez sur une absence, sur un manque de mère, sur un manque de gestes, sur un manque de paroles, sur un manque de souvenirs, sur un vide, sur un creux. Et alors on pourrait se dire c'est une tragédie, oui, effectivement, c'est une tragédie. C'est pas grave puisque c'est votre vie. Donc vous allez construire avec ça. Et on construit à partir de tout. Et on construit à partir du manque, et on construit très bien à partir du manque. Et peut-être même que si je suis devenue écrivain, c'est parce que le manque, ça appelle des mots. Donc je crois que toute absence est en soi quelque chose qui peut, à un moment, se métamorphoser en quelque chose de fructueux. Natacha Wolinski transforme son deuil ou une destinée tragique en un éveil quotidien joyeux. Elle fait jaillir du vide, du manque, de l'absence, quelque chose de fructueux. Et si aujourd'hui elle arrive à en parler avec clairvoyance et analyse, eh bien il y a 5 ans, au moment des attentats de Charlie, c'était pas du tout ça. Elle était à Singapour, en reportage, et son réflexe a été de se terrer dans sa chambre, d'éteindre la radio, la télévision, de se protéger du vacarme. Elle a pris son temps pour entendre. Et à partir de son expérience, elle partage avec nous aujourd'hui ses différents cheminements pour faire son deuil. Matrioshka. J'étais pas en état d'entendre cette nouvelle. Donc quand on n'est pas en état d'entendre cette nouvelle, on ferme les écoutilles. On en revient à la métamorphose. C'est une façon de métaboliser les choses. C'est-à-dire que je laisse la mort cheminer en moi jusqu'au moment où la mort s'est métabolisée en quelque chose d'autre.
que je peux affronter. C'est ce qui va vous mener de cette espèce de déni qu'il y a au départ à Singapour à une forme d'acceptation. Alors je ne dirais pas une forme d'acceptation de la mort, parce que d'une certaine façon c'est toujours inacceptable, mais une forme d'acceptation du monde. C'est-à-dire le monde, ça comprend la mort. Mais ça ne comprend pas que la mort, ça comprend aussi tout le reste. L'autre cheminement, c'est celui de la vision de mon père à la morgue. Et là encore, il y a un cheminement à faire parce que je pense que beaucoup de gens ont vécu ça, il n'y a pas que moi qui suis allée à la morgue. C'est très compliqué de se retrouver face à une vitre. D'abord, on ne s'y attend pas. Vous avez le corps allongé de votre père, il y a un drap blanc, vous ne voyez que son visage. C'est un visage qui n'est pas celui que vous reconnaissez d'habitude, parce qu'il est un peu amaigri, il est très blanc, il est un peu crayeux. Et puis vous avez cette vitre. Et donc vous vous affrontez à un double éloignement. Celui d'un corps que vous ne reconnaissez pas, d'un visage que vous ne reconnaissez pas, et d'une vitre qui vous sépare. Et puis surtout, vous vous affrontez à une espèce de sidération. C'est-à-dire, vous n'êtes pas en état d'accepter cette situation-là non plus. Et donc il va falloir, à la place de ce corps absent, au bout du compte, 5 ans après, construire un corps de mots. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend aussi. Vous racontez l'incinération et vous écrivez à votre père: tu as dû être consumé par les flammes, tandis que nous sommes descendus dans la crypte où un buffet était dressé. Tu brûlais. À ce moment-là, on voit bien qu'à la fois vous êtes sidéré et en même temps extra-lucide sur les différentes réalités, à la fois la mort et la vie qui sont concomitantes à ce moment-là. Il y avait vraiment beaucoup de monde à cet enterrement. Il y avait beaucoup de photographes, il y avait beaucoup de prises de parole, c'était quelque chose qui était totalement en rupture avec ce que je pouvais moi ressentir intérieurement. Je pense que mes sœurs ont ressenti la même chose. Vous n'êtes pas dans la commémoration, vous êtes dans le chagrin, c'est pas pareil. Vous êtes en mesure de comprendre tout ce qui se passe? Sur le moment, on ne comprend rien. C'est bien pour ça qu'il faut 5 ans. Ça met du temps à cheminer. La mort ou la peur ou toutes sortes d'épreuves. Matryoshka. Mais quel est ce processus de transformation, de métamorphose pour faire son deuil? C'est de cela dont nous parle maintenant Natacha Wolinski, dont le livre d'ailleurs s'appelle « Son éclat seul me reste ». Et ça, c'est un clin d'œil aux métamorphoses d'Ovide. Explication. Ce livre parle de ça. Il parle de cette métamorphose et où, à partir de cette épreuve, eh bien, vous devez apprendre à vivre une nouvelle vie, peut-être connaître un nouveau moi, c'est-à-dire comment partir de quelque chose qui est proprement de la mort et comment arriver à du vivant. Matryoshka. Ces fameux attentats qu'on a appelés après les attentats de Charlie Hebdo sont un véritable tournant politique, historique, un tsunami civilisationnel par rapport à tout ce brouhaha-là. On ne vous a pas entendu, mais 5 ans après, vous écrivez pour sauver votre fille. Pour lui dire quoi? D'ailleurs, le livre lui est dédié. Et peut-être que je lui ai écrit ce livre parce que, justement, je n'avais pas les mots pour exprimer ce que je ressentais. Quand un père meurt dans des circonstances aussi dures, aussi violentes, et quand le monde entier s'empare de cette mort, vous êtes un peu dépossédé de ce qui se passe. C'est-à-dire vous êtes dépossédé de votre père parce que ça devient un personnage public. Ce soutien que vous recevez de la communauté, il est précieux, bien évidemment. Mais en même temps, il est douloureux parce que vous n'avez pas perdu Georges Wolinski. Vous n'avez pas perdu l'emblème d'une liberté de parole. Vous n'avez pas perdu l'héritier de Voltaire ou de Villon ou de Daumier. Vous avez perdu un père avec des souvenirs, avec des tics de parole, des gestes tendres. Ce que je voulais, à un moment où finalement on ne se remémore mon père qu'en janvier, c'est-à-dire chaque année, oui. Chaque année, à un moment précis, on se remémore mon père parce qu'il est mort et parce qu'il est mort dans des conditions violentes. J'avais moi envie de dire, mais parlons de lui tel qu'il était vivant. Parlons d'un homme vivant. Parlons d'un homme qui a aimé. Parlons d'un homme qui aimait cuisiner. Parlons d'un homme
qui aimait danser, parlons d'un homme qui aimait le jazz, parlons de quelqu'un qui n'était pas destiné à finir à la morgue sous un drap blanc. Je crois que Lola a entendu ça parce qu'elle a lu ce livre et elle m'a remerciée, elle m'a dit à quel point le livre l'avait soulagée. Qu'est-ce qui vous a transmis votre père quand il était là? Si je suis aussi acharnée au travail, je le lui dois. Si je suis aussi d'une certaine façon laborieuse, c'est-à-dire étant toujours dans le doute que ça ne va pas être bien et qu'il faut faire mieux, je le lui dois. Donc une forme de sérieux au bout du compte. Je le lui dois, mais sans qu'il ait eu besoin de me le dire. Voyant mon père travailler d'arrache-pied toute sa vie, jusqu'à 80 ans, aller tous les matins chercher son journal, faire son dessin, en ayant le doute que son dessin ne soit pas bon, rester éternellement dans le doute. Le voyant aussi acharné au travail, aussi juvénile d'une certaine façon dans sa façon d'œuvrer. Je crois que moi j'ai beaucoup appris et je serais tentée de dire que, évidemment, vous le savez très bien, il y a une transmission indicible. Il est évident qu'on partage beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'invisible, qui sont le goût pour la musique cubaine, ou qui sont le goût pour la danse, ou le goût même pour les livres, parce que c'était un grand lecteur lui aussi, et il choisissait des livres dans la bibliothèque, et il me disait « Ah tiens, tu devrais lire ça ». Si bien que lorsque j'ai été plus âgée, je lui offrais des livres. Et on faisait des échanges de livres très souvent. C'était un moyen de dialoguer. C'était un moyen de dialoguer très précieux, ouais. Vous parlez de l'homme nuage, l'homme bulle. Georges Wolinski, qu'est-ce qui vous a donné comme regard sur le monde? Je vous dirais qu'il m'a donné un regard très myope. Parce que, non pas que je sois myope, mais il avait une grande capacité à s'absenter du monde, mon père. Il était très présent dans ses dessins, mais il fait partie de ces gens qui pouvaient être très absents dans leur présence. Me s'emmurer dans une forme de silence et de pas voir, et même d'être extraordinairement étourdi. C'est légendaire dans ma famille, mais je me souviens, enfant, de revenir de colonies de vacances, et il était immanquablement, soit il s'était trompé de jour, soit il s'était trompé d'heure, soit il s'était trompé de gare. Enfin, il y avait une chance sur deux qu'il soit là sur le quai. Je l'ai vu toute sa vie se cramponner à son agenda, mais vraiment comme un diabétique se cramponne à sa seringue, parce qu'il était totalement absorbé par son univers et par son œuvre. Et donc on vivait à côté d'une espèce de personnage qui avait tout le temps le crayon à la main et était tout le temps en train de retourner à son bureau parce qu'il venait d'avoir une idée, ou alors il sortait un petit carnet de sa poche, parce qu'il avait toujours un petit carnet, pour noter quelque chose. Et moi je sais que j'ai cette même capacité d'absence. Ce qui peut paraître surprenant quand on vous écoute, c'est une telle différence entre le symbole de la liberté d'expression, qui donc n'a pas peur, parle, s'exprime, revendique, et puis la réalité d'un personnage dans le repli, dans le retrait, dans le silence, qui finalement n'a pas besoin de s'exprimer tant. Que mon père ait été moins truculent au sein de la famille qu'il ne l'était à l'extérieur, ça ne me paraît pas si étonnant. Sachant que lui-même avait vécu une enfance pas très drôle. Même s'il était à Tunis, même s'il faisait beau, même s'il avait des dizaines d'oncles, il n'avait plus son père. Sa mère s'était absentée en France en 1939, elle n'est pas revenue d'ailleurs. Il est allé la rejoindre bien après la guerre. Donc il s'est retrouvé finalement 6, 7 ans, 8 ans, que sais-je, sans mère ni père. Il était lui-même dans une espèce de, comme vous dites, de bulle, parce qu'il avait sans doute lui-même dû se reconstruire. Si vous pensez que mon père a été élevé en Tunisie et que vous le voyez aujourd'hui emblème de la liberté de parole française, c'est impressionnant, ça donne de l'espoir. Matrioshka. Emblème de la liberté de parole française, Wolinski. On a beaucoup parlé de ses dessins politiques dans l'UMA, de ses dessins érotiques, de son humour poétique dans Paris Match. Mais était-il vraiment un homme engagé politiquement, Wolinski? Je ne crois pas qu'on pouvait dire qu'il était engagé politiquement au vrai sens du terme. Je crois qu'il avait une forme d'humanisme. Je crois que c'était sa forme d'engagement. C'est quelqu'un qui était très généreux et c'est quelqu'un qui
a eu la chance peut-être de vivre à une période où il y avait encore des utopies. Lui, comme l'ensemble de l'équipe de Charlie Hebdo, quand on regarde maintenant les numéros d'Harakiri ou de Charlie Hebdo des années 70 ou 80, on est absolument atterré par l'incroyable liberté d'expression qui se manifeste à cette époque-là et qu'on ne peut plus manifester, à mon avis. Matryoshka. Alors ça va évidemment jusqu'à la cruauté, ça va jusqu'à la provocation, ça va jusqu'à l'insoutenable. Mais en attendant, si on n'a pas cette liberté d'expression-là, si on ne l'a plus, si on perd ce qu'ils nous ont légué, on va vraiment vivre dans une société qui va devenir intolérable, où plus personne ne pourra s'exprimer, pas simplement les caricaturistes, mais peu à peu toute la liberté de parole va être grignotée. Matryoshka. Alors pour poursuivre son chemin, encore et toujours métamorphoser le réel, transformer la mort en vie, transformer le lait en beau, eh bien Natacha Wolinski continue de penser sans trembler, de s'exprimer sans peur. Ce serait vraiment terrible que les meurtriers de mon père aient gagné à ce point-là du terrain. Ce serait terrible qu'ils aient gagné le droit à me donner peur toute ma vie, ou à m'interdire de parler toute ma vie, ou à interdire une société de parler. Je suis, comment dire, navrée de léguer à mes enfants une société aussi clivée, où finalement il n'y a plus aucun socle commun, où tout le monde est contre tout le monde, les femmes contre les hommes, les jeunes contre les vieux, les salariés contre les gens du privé, les chrétiens contre les musulmans radicalisés contre les musulmans modérés. Enfin, on voit bien qu'on est arrivé à une impasse qui est quand même terrible. Et on voit bien qu'on est dans un système de société néolibérale extrêmement dur, extrêmement sauvage. On est dans une période, je crois, où il n'y a plus de possibilité de se dire qu'on va bâtir une utopie, parce que beaucoup d'utopies ont déjà été essayées, et ça ne marche pas. Matryoshka. Quand les gens se radicalisent, et je ne pense pas simplement à l'islam, là, je pense à toute forme de radicalisation. Aux États-Unis, où il y a des formes de radicalisation aussi qui sont inquiétantes, certains pays de l'Europe où il y a aussi des formes de radicalisation nationaliste qui sont terribles. Tout ça, ça vient de l'impossibilité aujourd'hui de nourrir des utopies positives. Alors j'écris des livres. J'ai écrit des livres qui sont, je pense, des livres d'amour. Je pense qu'il faut réenchanter par le plus petit dénominateur commun qui est l'amour autour de soi. Est-ce que l'art permet donc d'être une alternative aux utopies qui aujourd'hui déchantent? D'une certaine façon, oui. Parce que je m'aperçois à quel point l'art, ça peut donner de la force. Et je crois que c'est le propre de l'art que de donner des forces et de ne pas en enlever. Si j'ai écrit un livre, c'est pas simplement pour moi, ou mon père, ou ma famille, mais c'est pour tout le monde. Et il ne s'agit donc pas de livrer sa vérité nue. Ça n'intéresse personne, la vérité nue. Il ne faut pas faire des livres vrais, il faut faire des livres justes. C'est pas la même chose. Matryoshka. C'est quoi le rôle de passeur quand on doit accompagner une œuvre? D'être attentive à ce qu'il a fait, d'en avoir conscience et de savoir s'effacer pour justement transmettre, pour que tous ceux qui ont envie de s'emparer de l'œuvre puissent le faire. Et on a de la chance parce que les musées sont très demandeurs. Bien sûr qu'on a le souhait de transmettre l'œuvre. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre qui est magnifique. C'est une œuvre dont on ne soupçonne pas la diversité et la richesse, je crois. Je crois qu'effectivement, on pense souvent aux provocations, ou aux dessins plus érotiques. Mais il y a toute une charge poétique dans l'œuvre, notamment l'œuvre de jeunesse, qui est méconnue. Et donc on a le souhait que toutes ces facettes-là apparaissent, et pas simplement les facettes les plus attendues, d'une certaine façon, qui seraient celles du dessinateur politique ou celles du dessinateur érotique. Qu'est-ce que vous voulez donner? Qu'est-ce que vous dites finalement de tout ce que j'ai reçu, de tout ce rapport aux fantômes qui m'ont entourée, mais aussi de toute cette richesse intellectuelle aussi dans laquelle j'ai baigné, de tous ces croisements de cultures qui m'ont faite? Je suis le fruit de tout ça. Et finalement, j'ai envie de passer quoi?
Alors j'ai l'air comme ça, quand je m'exprime, je crois, j'ai l'air beaucoup dans le retrait. Mais j'aurais tendance à dire qu'il faut être dans l'abondance. Il faut donner beaucoup. Même si j'ai perdu ma mère jeune, même si j'ai vécu beaucoup de choses difficiles, j'ai reçu beaucoup. J'ai reçu de mes ascendances grecques, j'ai reçu des Polonais, même si je ne les connais pas. J'ai reçu de ma grand-mère, j'ai reçu de mes tantes, j'ai reçu de mon père, j'ai reçu de ce pays, qui est quand même un grand pays, avec une grande culture. J'ai reçu une langue magnifique. Le français. Le français, que j'adore. J'ai reçu des paysages, de la diversité. Et voilà, je voudrais transmettre cette abondance-là, cette diversité-là. Merci beaucoup Natacha Wolinski pour cette interview rare et ce message d'espoir. Merci aussi pour ce merveilleux texte paru chez Arléa, Son éclat seul me reste. Merci de continuer à faire vivre l'œuvre de Wolinski avec Elsa, avec Frédérica, mais aussi avec Maryse Wolinski, qui était l'épouse de Georges. Et puis j'avais envie de dire merci aussi à Georges pour tout ce qu'il nous a transmis et qu'on continuera de faire perdurer de génération en génération, que ce soit la liberté, la vie ou sa poésie. Matrioshka vous embrasse. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter et puis à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et nous, on vous dit bien à la prochaine. Matrioshka.